Bonsoir chers lecteurs. Eh bien, comme je vous l'avais annoncé, je vous avais promis de faire la lecture des différents chapitres de ce bouquin, L'Amérique, rêve, réalité, défi. Alors ce soir, je commence d'abord par le chapitre 1 du bouquin, Welcome in America, se défaire de toute illusion. La magie de l'Amérique, c'est qu'elle vous fait rêver à l'extrême quand vous n'y aviez jamais mis les pieds. On aura beau vous peindre la réalité à distance, difficilement vous accorderez du crédit. Si vous êtes par exemple en visite ou en tourisme, l'Amérique pourrait sembler trop belle dans votre perception. Il vous faudra plutôt l'expérimenter au quotidien et sur une certaine période pour la comprendre en profondeur. Personne, je dis bien personne, ne vous racontera mieux l'Amérique que l'Amérique elle-même. C'est tout cela l'Amérique. Une fois foulé le sol américain, le souci de tout immigrant, quelles que soient les conditions de votre arrivée, c'est de disposer des documents légaux qui vous permettront de travailler le plus tôt possible. Votre numéro de sécurité sociale, votre ID, la carte d'identité, et votre Green Card pour les résidents permanents. De par cette exigence, vous comprendrez très vite, par le type de système établi dans cette société de consommation, que pour une personne adulte, demeurer longtemps à la charge d'une autre personne adulte crève les finances, bouscule les prévisions, les calendriers et peut aller jusqu'à modifier les attitudes interpersonnelles entre amis et même entre frères. Ça se comprend parce qu'il faut payer pour tout, à commencer par l'eau que vous devriez boire pour vous maintenir en vie, juste pour caricaturer. Et quand une personne s'ajoute à un ménage, ça fait doubler les dépenses. Ça épuise l'épargne, s'il y en a une. Les ressources financières ne suffisent jamais, comparées au salaire et au volume des charges, notamment les nombreuses factures, billes à payer. Raison pour laquelle vous verrez des gens toujours occupés à travailler. 1, 2, 3 différents boulots par semaine ou des overtime, des heures supplémentaires, au point qu'ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes et ont très peu de temps à passer en famille avec leurs enfants. Ne pensez surtout pas que se mettre toujours à travailler signifie qu'on accumule les dollars et qu'on a beaucoup d'argent dans son compte d'épargne. Quelqu'un vous dira que son travail en une année fiscale a généré, par exemple, 24 000 dollars. Ne soyez pas surpris s'il vous dit qu'au soir du 31 décembre de la même année, il n'a même pas 100 dollars comme épargne. Tout l'argent qu'il a accumulé en une année est réabsorbé par le système, à commencer par le coût élevé à payer pour se loger, le rent ou le mortgage dans de belles maisons faites en partie de bois. À propos de travail, bien de nouveaux immigrants se réjouissent à l'idée qu'ils peuvent tout de suite commencer à travailler quelques semaines après avoir obtenu les documents légaux. C'est formidable, vu que les paychecks, le salaire, permettent de constituer une épargne et de s'organiser progressivement. Il faut tout de même se défaire de l'illusion du boulot comme on se l'imaginait quand l'on recevait son visa de voyage. Au lendemain de votre arrivée, il ne faut pas vous attendre à faire un travail de bureau où vous serez confortablement installé dans un douilleux fauteuil de cuir avec air conditionné si dans votre pays d'origine, vous étiez cadre dans une administration publique ou privée. Vos premiers boulots dans les 2 années qui suivent au minimum seront absolument des boulots soit de restauration, de warehouse, entrepôt ou de salon de coiffure pour les femmes, où vous allez dans certains cas devoir rester debout à travailler 8 heures par jour ou plus. Certaines personnes arrivent tout de même à sortir de ce type de boulot dans un court délai ou à moyen ou long terme, si elles se soucient plutôt
d'améliorer leur niveau de communication en anglais et font une formation qualifiante dans le domaine médical, en informatique, etc. Les secteurs plus en vogue. En cela, les ressortissants des pays anglophones d'Afrique ont un avantage comparativement à ceux des pays francophones. Le temps pour accéder à un emploi plus qualitatif est relativement plus long pour un ressortissant francophone qu'il ne l'est pour un ressortissant anglophone. Le facteur linguistique est une variable déterminante sur le terrain des interactions dans les milieux professionnels. Dans une certaine mesure, vous pourriez être au plan psychologique sévèrement affecté en voulant comparer le travail que vous aviez abandonné dans votre pays de provenance et ce que vous vous retrouvez à faire aux États-Unis. Il n'y a pas de saut métier pour peu que ça génère le paycheck pour payer les billes. Certaines personnes qui ont eu vraiment du mal à accepter et à supporter cette réalité liée au type de boulot pour leur premier emploi aux États-Unis ont choisi tout simplement le retour au pays pour continuer ce qu'ils faisaient et qui leur offrait un niveau de vie bien meilleur et un statut professionnel et social enviable qu'une aventure remplie d'incertitudes et de frustrations où ils devraient recommencer leur vie à zéro comme s'ils entraient au CP1, cours primaire élémentaire. On ne souhaite pas que ce soit votre cas. Imaginez un peu un cadre médecin dans son pays d'origine qui pense qu'une fois arrivé, il continuera sa profession dans la même discipline médicale après quelques mois de recyclage ou de réadaptation du fait de la langue et qui malheureusement se trouve obligé de travailler comme cuisinier, plongeur, chauffeur de taxi ou à lancer des bagages dans la soute des avions, des boulots qui ne nécessitent pas vraiment de trop communiquer en anglais. Notez qu'aux États-Unis, on commence toujours par manger son totem, même si c'est amer. Ensuite, si vous avez beaucoup de foi et de détermination, il vous faudra progressivement trouver la stratégie la meilleure pour vous rebuild, reconstruire, vous réorienter, vous réadapter ou vous reconvertir au plan professionnel. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça exige d'énormes sacrifices. Ça prend du temps, en termes de plusieurs années. Parfois, ça n'arrive même pas. Il n'y a pas de changement dans l'activité professionnelle après plusieurs années passées à errer de boulot en boulot. On retrouve des gens à faire le même boulot des warehouses, des restaurants, des salons de coiffure, etc. après 5 ans, voire 10 ans et plus. Ils ne se sont pas vraiment souciés d'améliorer leur capacité de communication en anglais et de faire des formations qualifiantes pour sortir de la routine. La pression des billes, le temps que ça peut prendre pour trouver un autre boulot, l'angoisse de rester sans ressources financières régulières, ne serait-ce que pour un court terme, oblige certaines personnes à rester très accrochées à un boulot ou à une activité qu'elles considèrent comme une sécurité des ressources pendant des années. Pour les ménages qui arrivent avec des enfants, ils ont difficilement le choix d'envisager le retour immédiat au pays de l'origine. Ils ont à scolariser certains de leurs enfants en âge de fréquenter, à trouver un appartement pour abriter leur famille. Ils ont à payer les billes qui remplissent la boîte postale. Ils n'ont pas d'autre choix malgré le stress, les frustrations des départs, que de se refaire le moral et de s'adapter. Ceux qui trouvaient difficilement un emploi dans leur pays d'origine, en partie les jeunes ayant terminé une formation qualifiante, voire universitaire, se familiarisent plutôt bien, quelle que soit la nature de celui-ci, quand ils ont la chance de commencer un premier boulot et de recevoir la paye chaque 2 semaines ou la semaine. Ils sont vraiment impressionnés de voir qu'ils manipulent régulièrement un peu d'argent chaque semaine et sur une base constante, tant qu'ils show up, se présentent pour travailler 40 heures au moins. Ils seront payés à l'heure et on ne leur dira jamais qu'il n'y a pas d'argent pour les payer ce mois-ci après qu'ils ont travaillé comme on le voit ailleurs. Ils peuvent s'acheter une voiture pour faciliter leur déplacement, payer leur logement
envoyer un peu d'argent aux parents et frères restés au pays. Des formes d'assistance que certains ne pouvaient faire dans leur pays de provenance à cause des difficultés pour trouver un emploi. Ils perçoivent tout cela comme un changement social positif, une construction de leur statut économique, une sorte de pouvoir reconnu auprès de leur famille du pays d'origine. On ne manquera pas de les contacter régulièrement, leur exposer des problèmes individuels ou des familles pour assistance financière surtout. Ils doivent travailler dur pour se prendre en charge dans le pays d'accueil et s'occuper aussi d'autres personnes outre-mer. Aller en aventure aux États-Unis est a priori perçu par tous ceux qui ont eu écho de leur voyage comme un espoir. Chacun des membres de leur famille s'attend à recevoir implicitement un bénéfice de cette aventure, encore que la notion de famille dépasse les limites de la notion de la famille selon le modèle occidental. Aussi bon, c'est l'occasion de rappeler certaines confusions qui font l'objet des discussions dans les familles de potentiels postulants à l'immigration. Jusque-là, certains continuent de penser que l'octroi des visas d'immigration dans le cadre de la DV Lottery, Diversity Visa Lottery, loterie visa de la diversité, signifie qu'on leur offrira un logement tout équipé, de la nourriture, une voiture et qu'on leur trouvera un travail, on les soignera gratuitement s'ils sont malades. Il faut se rendre à l'évidence que, vu le nombre de visas DV, visa de la diversité octroyés chaque année à des milliers de ressortissants du pays des différentes provenances, si le service d'immigration et l'ambassade devraient aussi se soucier de loger tout ce monde, leur trouver à manger et du travail, ils seraient tout simplement en faillite. Juste pour dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On ne vous donne que le visa d'entrée aux États-Unis en qualité de résident permanent pour une période de 10 ans renouvelable. Il est surtout de la responsabilité de votre tuteur de vous héberger, de prendre soin de vous jusqu'à ce que vous soyez autonome et prêt à voler de vos propres ailes. Responsabilité pas toujours facile à assumer par le tuteur, car tout a un coût financier au pays de l'oncle Sam. Et il peut arriver que le tuteur se cherche aussi dans les États-Unis, comme la plupart des gens, ou ne soit pas vraiment disposé à assumer seul certaines responsabilités qui impliquent des finances ou des charges. Alors de grâce, n'allez pas dire qu'il est méchant s'il sollicite de votre contribution. Cette aventure est encore plus difficile pour les personnes qui embarquent toutes seules, avec des enfants en bas âge, dans bien des cas sans l'époux ou sans l'épouse. Il faudra envisager où garder les enfants quand viendra le temps d'aller au travail ou à l'école. Et si quelqu'un doit le faire, il faudra payer au quotidien cette personne pour la garde des enfants. Raison pour laquelle il faudra se renseigner suffisamment avant d'embarquer dans cette aventure pour éviter de vivre des situations difficiles à gérer quand on arrivera tout seul avec des enfants en bas âge. Jusqu'à ce que vos enfants deviennent grands, il y aura beaucoup de sacrifices financiers à faire, du temps et de la disponibilité permanente à avoir. Vous serez toute seule à payer pour que quelqu'un garde vos enfants quand vous irez au travail, à l'école, toute seule à courir après le travail pour aller les récupérer et toute seule à vous occuper d'eux une fois à la maison. Il vous faut donc vous armer de courage pour vous embarquer seul dans cette aventure avec des enfants. Merci d'avoir suivi avec nous le premier chapitre du bouquin L'Amérique rêve, réalité défi, dont le titre était Welcome in America, se défaire de toute illusion. Suivez-nous dans les prochaines vidéos pour le chapitre 2. Merci bien, c'était votre Excellence Alain Niagne. Bye bye.